Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette tranche d'information de la mi-journée. Allons tout d'abord hors de la capitale, dans nos provinces, une audience d'installation du nouveau président tribunal ainsi que de son vice-président et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moundou a lieu ce vendredi 1er août 2025. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle d'audience de la cour d'appel de Moundou, d'où nous retrouvons notre correspondant local, Goldman Ali Emmanuel. L'audience a été présidée par le substitut du procureur de la République, Mbaye Sambé Albin, qui s'est tenue en présence des autorités administratives et des acteurs judiciaires de la province du Logone occidental. Il s'agit de Brahim Ali Kola, président du tribunal de grande instance de Moundou, Hissène Markani Saleh Abdoul, vice-président, et Abdoulaye Bonokono, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moundou, qui sont installés dans leurs fonctions. Un événement qui marque une étape importante dans le fonctionnement des institutions judiciaires et la promotion de la justice au Tchad et particulièrement au Logone occidental. Le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moundou a profité de cette occasion pour adresser des réquisitions aux récipiendaires, les incitant à agir différemment afin de répondre aux exigences de leur nouveau rôle et d'opérer efficacement au service de la justice. Le tribunal de grande instance de Moundou occupe la deuxième place après celui de N'Djamena en termes de volume d'affaires. Le traitement de ces affaires exige de vous diligence et vigilance accrue afin de mériter la confiance de nombreux justiciables qui attendent de vous un traitement bienveillant. Il vous souviendra que notre justice n'est plus en hauteur de sainteté auprès du citoyen lambda et le magistrat, acteur important de la chaîne, voit son image entamée. Tout cela arrive malheureusement parce que nous avons souvent tourné le dos à l'intégrité, à la délicatesse et à la probité, valeur intrinsèque à tout magistrat. La noble mission qui vous est assignée est immense, certes, mais je sais que vous êtes à la hauteur et vous pouvez aisément mener le bateau à bon port. Le nouveau président du tribunal de grande instance de Moundou a exprimé son engagement à relever les défis qui l'attendent et à œuvrer pour une justice équitable et accessible à tous. Comme vous voyez le mouvement actuel, là, ça veut dire que ça montre combien de fois le mouvement il est positif et tout le monde est d'accord pour que les choses puissent aller, même si cette fois-ci je change de casquette. Puisque quand j'étais arrivé avant, c'était en tant que papetier. Aujourd'hui, je viens en tant que président du tribunal. C'est une très grande responsabilité, une très lourde responsabilité qu'il faudra assumer avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de prudence et rendre justice autrement. Brahim Ali Kola, qui a précédemment exercé la fonction de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moundou il y a 4 ans, revient aujourd'hui à ce poste avec une grande expérience et un engagement renouvelé envers la justice. Merci Goldman Ali Emmanuel. Et puis à l'Aïchab-Lieu de la province de la Tandjilé, les femmes s'adonnent de plus en plus aux travaux champêtres, un secteur à forte dominance masculine par le passé. De l'Aï, nous avons là-bas à midi. À bord d'une charrette ou à pied, parfois avec un enfant dans le dos ou le repas sur la tête, ces femmes, au lever du soleil, convergent chaque jour vers la brousse pour les travaux champêtres. Ces tâches restent jusqu'à présent l'apanage des hommes et c'est à cause de leur physique. J'affirmerai que l'on trouve énormément de cas isolés dans la province de la Tandjilé en général, mais particulièrement dans le département de la Tandjilé-Est. Ces agronomes ne fléchissent en aucun cas devant les obstacles afin de subvenir à leurs propres besoins, mais surtout à ceux de leur progéniture. Rencontré dans les artères de la ville, M. Tout-le-Monde apprécie et salue le courage des femmes dans le labour. Qui va trouver les femmes du matin au soir et elles ne se fatiguent pas. Elles sont en train d'aider 2 fois même les hommes et aider aussi les enfants. C'est un comportement où vraiment j'admire et j'encourage. Je voudrais que ces femmes-là, peut-être en faisant ça, ils vont relever ces 2 hommes par ici. Elles vont relever le défi. La responsabilité de nos jours est partagée. Je voudrais que la femme s'adonne aussi à ce qui pourrait rapporter quelque chose. Même si on a du sel à la maison, on ne peut pas attendre jusqu'à ce que notre sel puisse finir avant d'aller chercher. Quand l'homme sort, une fois fini de le servir, il faut aussi le suivre là où on peut trouver et rapporter à la maison.
pas ignorante des efforts fournis dans ce sens par les femmes. Adjibouta Aminatou, déléguée de la femme et de la petite enfance de la Tangérie, souligne que son institution ne cesse d'accompagner ces femmes, notamment dans le domaine de la gestion de leurs produits agricoles. Dans nos activités, il y a une activité qu'on appelle le développement communautaire. Le développement communautaire, ça veut dire qu'il faut orienter ces femmes, il faut les accompagner en technique de gestion. La gestion doit être vraiment logique. La femme ne doit pas prendre les produits des champs pour aller vendre et boire. Non, c'est pas bien. Elle peut vendre si elle a un cas de maladie, on peut vendre le produit des champs. Si la femme, elle sait qu'elle n'a pas des habits, elle peut vendre son produit des champs. Si la femme sait que c'est le moment d'inscrire les enfants à l'école, elle peut même aider son mari en prenant une partie de ce qu'elle a trouvé, vendre et aider son mari à inscrire les enfants à l'école. Mais vendre les produits pour faire son bail, pour faire... Non, c'est pas bien. L'effort dans ce sens des femmes doit préoccuper non seulement l'État, mais aussi les partenaires agricoles. Ceci dans le seul but de promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans la province et partant dans tout le Tchad. Notre correspondant à Labaramidim à l'instant. Après Mondoué, rendons-nous à présent à Apala où les éleveurs défient les interdits et les projets en développant l'élevage porcin urbain. Mais cette révolution silencieuse divise entre ceux qui y voient une opportunité économique vitale et les voisins qui se plaignent de nuisances. Une enquête explosive sur un débat qui dépasse largement les simples questions d'odeur a amené Dieudonné Barnabas à infiltrer ce business controversé. Suivez plutôt. En plein cœur de la ville de Pala, loin des grands éléments industriels, un homme a décidé de se faire lancer dans un défi peu commun, l'élevage porcin en milieu urbain. Sinimo Lambélé, un passionné qui a su adopter son métier aux contraintes de la ville. L'élevage de porc, c'est un élevage qui demande beaucoup d'attention pour avoir l'habitat. Quand on a l'habitat pour les porcs, c'est déjà la chose la plus essentielle. La deuxième chose, il faut la nourriture. Et la troisième chose, il faut les soins. Élever les porcs en ville n'est pas facile. Sinimo a dû innover pour concilier son activité, alimentation contrôlée, gestion des déchets et respect des normes sanitaires. Les porcs ont besoin surtout du manger. Et quant à leur nourriture, nous éprouvons beaucoup de difficultés parce qu'ils sont dans un enclos. Ils ne divaguent pas, donc il faut du moins se fournir soit de la provane, soit de la nourriture que nous trouvons ça et là pour qu'ils essaient du moins de se développer. Malgré les difficultés, la demande est bien présente. La viande porcine est appréciée dans la région. Et Sinimo arrive à écouler toute sa production localement. Sinimo prouve qu'avec la passion et l'organisation, l'élevage porcin en milieu urbain a sa place. Un exemple qui pourrait inspirer d'autres entrepreneurs dans la province. Merci pour ce reportage. À toute autre chose à présent au Tchad, justement, un pays aux multiples facettes culturelles et linguistiques. Le bilinguisme institutionnel français et l'arabe devrait plutôt symboliser l'unité nationale dans la diversité. Mais face aux inégalités perçues, aux frustrations régionales et au clivage identitaire, une question cruciale s'impose. Cette dualité linguistique est-elle un levier d'union ou un ferment de division? La réponse dans ce reportage que nous propose Nodjimadji Dangar-Josiane. Inscrit au cœur de la Constitution tchadienne, le bilinguisme français et arabe est proclamé richesse nationale. Il a pour ambition de transcender les clivages géographiques et culturels, unifiant les citoyens du Nord comme du Sud sous une bannière linguistique commune. Dans les écoles,
les services publics et les médias, cette cohabitation linguistique entend garantir un accès équitable au savoir, à l'information et à l'administration. Mais cette noble ambition se heurte à des réalités complexes. Sur le terrain, des voix s'élèvent pour dénoncer un déséquilibre. Ici, le français prédomine. Là-bas, l'arabe semble dominer. Cette perception d'injustice alimente dans certaines zones un sentiment d'exclusion, voire une crispation identitaire. Là où le bilinguisme devrait rassembler, il divise parfois. De nombreux citoyens, surtout dans les zones rurales, se retrouvent marginalisés lorsqu'ils ne parlent pas la langue de l'administration locale ou de l'enseignement. Le bilinguisme devient alors un enjeu de pouvoir instrumentalisé au gré des contextes politiques et sociaux. Pourtant, cette dualité linguistique pourrait devenir un socle solide pour la cohésion nationale, à condition d'être gérée avec équité. Hors de toute instrumentalisation, la solution réside dans un engagement étatique fort, promouvoir les deux langues à l'égalité dans les programmes éducatifs, professionnaliser leur enseignement et garantir un traitement équitable dans les institutions publiques. Le bilinguisme au Tchad ne doit pas être une compétition, mais plutôt une complémentarité. Il peut être une force si, loin des calculs politiques, il devient un véritable outil d'intégration, de reconnaissance mutuelle et de dialogue interculturel. Car l'unité nationale se construit aussi dans le respect des langues qui parlent les cœurs. Éducation à présent, mentorat, éducation et hommage. Le Parlement junior africain, représentation du Mayo-Kébi Ouest en visite au Centre américain Blessing Center. Une journée pour célébrer ceux qui forment des leaders de demain. Reportage. Le Parlement junior africain pour les Nations Unies, représentation du Mayo-Kébi Ouest, a marqué une étape majeure de sa mission en visant le American Blessing Center. Une visite placée sous le signe du mentorat, de l'encouragement aux apprenants et du soutien aux fondateurs de ces lieux d'excellence. Échange sur l'éducation, le leadership et les objectifs de développement durable étaient au cœur des discussions. Le sénateur Ayam Pierre, par ailleurs chef de mission, situe l'objectif de cette visite. Cette visite renforce le partenariat que nous avons comme Parlement ici avec les institutions qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, notamment l'apprentissage de l'anglais. Et nous sommes là pour encourager, comme une institution parlementaire, encourager également les institutions qui font dans l'éducation. Et cette vision entre dans la droite ligne de notre quatrième objectif de développement et d'éducation de qualité. Cette visite a aussi été l'occasion de célébrer le fondateur du centre, un homme dont la vision transforme les vies depuis des années. Les jeunes parlementaires lui ont rendu un vibrant hommage pour son développement. Le représentant du fondateur, Païfra Ezekiel, s'est dit heureux de voir ces jeunes leaders encourager l'éducation, qui est la clé pour bâtir une nation forte. Nous sommes tout simplement fiers de cette visite, parce que le fait qu'il se soit déplacé ici, dans nos locaux, prouve à suffisance qu'ils sont avec nous et qu'ils sont prêts à nous accompagner dans toutes nos initiatives. Et nous voulons infiniment leur dire merci. Une journée riche en émotions et en engagement, prouvant que la jeunesse africaine est prête à prendre le relais. À Electron Télévision, votre chaîne de télévision privée de référence au Tchad, la relève journalistique se façonne jour après jour. Venus d'horizons divers, des jeunes passionnés s'initient aux arcanes du métier dans l'environnement à la fois exigeant et stimulant. Entre formation pratique, immersion sur le terrain et transmission de savoir, Chanel nous embarque dans le quotidien captivant des stagiaires au sein d'Electron Group Média. Reportage. Il est 8 heures. Dans les couloirs d'Electron Télévision, les visages sont concentrés, les pas rythment par l'envie d'apprendre. Les stagiaires prennent place dans la salle de rédaction, cœur battant de la chaîne. C'est là que débute leur journée par une conférence de rédaction axée sur l'analyse critique des éditions précédentes et la mise en commun de nouvelles propositions de sujets. Tour à tour, ces apprentis journalistes, caméramens,
monteurs ou présentateurs se voient confier des missions concrètes, participation à des émissions en direct, réalisation de reportages de terrain, captation d'images, montage vidéo, rien n'est laissé au hasard. Chaque geste, chaque mot, chaque plan est une leçon. Encadrée par des professionnels chevronnés, les stagiaires bénéficient d'un accompagnement individualisé. Ces mentors, riches en années d'expérience, partagent avec générosité leurs techniques, leurs anecdotes de terrain et leurs exigences. C'est dans ce va-et-vient entre théorie et pratique que naît le savoir-faire. On n'est pas une entité institutionnelle qui peut, n'est-ce pas, fermer la porte. Nous sommes au service du public, nous sommes au service de la nation. Lorsqu'on se met au service des gens, surtout que nous sommes une vision, la vision du futur, mais le futur se prépare. Et on ne peut que préparer une vision avec de ceux-là qui pourront gérer ce pays. Nous avons ouvert nos portes à plusieurs institutions universitaires pour, tant soit peu, faire ce que nous pouvons et outiller les gens. Mais au-delà de la rigueur du métier, Electron Télévision, c'est aussi une atmosphère conviviale, l'esprit d'équipe, la liberté d'expression et la bienveillance des collaborateurs créent un cadre motivant et rassurant. Les stagiaires y trouvent un espace pour s'exprimer, se tromper, corriger et grandir. Dans ici, on fait des reportages, on fait des papiers. Moi, je suis dans le domaine digital. Donc, j'ai choisi Electron TV parce que j'ai d'abord apprécié leur contenu, comment ils publient les images. Ça m'intéresse vraiment. J'ai 2 mois à faire ici. Je suis à la conférence de rédaction. Chaque journée passée à Electron Group Média est une étape de plus vers le professionnalisme porté par leur détermination et leur passion. Ces jeunes talents tracent leur voie dans un univers médiatique en pleine mutation, au Tchad comme ailleurs. La culture s'invite également dans cette édition d'information de la mi-journée, la deuxième édition du festival du mouvement socio-culturel du peuple Sahara qui a lieu du 25 au 26 juillet à Garoua au Cameroun, a réuni les participants venus du Tchad, du Soudan, du Nigeria, de la RCA, bien évidemment du Cameroun, pays organisateur. Ce festival socio-culturel a tenu toutes ses promesses, nous dit notre envoyé spécial, Maïdi Gissem Sadok. Le festival L'Onoudi regroupe en son sein les filles et fils issus des différentes tribus de la communauté Sahara, notamment les Bagirmi, Barma, Dai, Gor, Kenga, Laka, Mongo, Mbaye, Mouroum, Nar, Ngama, Ngambaye, Pen, Sarakaba, entre autres. Les Saras sont l'un de 250 groupes ethniques estimés au Cameroun. On les retrouve dans les zones culturelles qui s'étendent du lac Tchad à la région de l'Adamawa. Connus comme étant les descendants des légendaires Sao, les Saras auraient leur origine dans la vallée du Nil, plus particulièrement en Nubie. Peuple à la taille haute et lancé, à l'allure puissante et au très fin. Ils ont de lointaines parentés avec les Wolofs du Sénégal et les Saras collés du Haut-Nil. Les plus nombreux sont les Ngambaye, suivis par les Mbaye, les Gouley et les Madingaye. Au-delà de l'estimation, la désignation Sara signifie les fils de Ra, le dieu soleil dans la mythologie égyptienne. La société Sara est essentiellement égalitaire et ne connaît pas d'autre autorité que celle du chef de famille. L'association L'Onoudi, consciente de la dispersion du peuple Sahara, caractérisée par la diversité socio-culturelle et soucieuse du développement économique, social, intellectuel et culturel de sa communauté, s'est fixé les objectifs de promouvoir, valoriser, vulgariser et protéger la culture, les traditions ainsi que le patrimoine de la communauté Sahara, rassembler les filles et fils et Sahara dans le but de favoriser une meilleure connaissance des uns et des autres.
promouvoir le développement économique, social et intellectuel de l'homme Sahara, favoriser et renforcer les liens de solidarité et de fraternité entre toutes les composantes de la communauté Sahara, lutter contre les grands fléaux sociaux, favoriser la promotion sociale de chaque membre, sans oublier le développement collectif, renforcer le dialogue et le règlement pacifique des conflits. Ce festival a permis aux organisateurs de lire la Miss Lunudi et la prestation des artistes venus du Tchad, de la RCA et ceux du Cameroun. Au-delà de son aspect culturel, ce moment a été riche en retrouvailles pour des idées et de partage en communion. C'est dans cette optique que l'association a entrepris de rassembler le peuple Sahara autour d'un moment remarquable d'échange et de partage à travers le festival Congrès Lunudi, rendu sa 2e édition sous le thème « Célébrons la diversité culturelle Sahara pour promouvoir la paix et le développement des Cameroun émergents ». Faisons un peu d'histoire avant de nous séparer par décision numéro 35. Le président de la Fédération tchadienne de football, l'association, a signé la nomination de Raoul Savoy au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de football senior, les Saoui. Il succède ainsi à Tahir Zakaria Gardia. Retrouvons notre chroniqueur à maison, Mbadi Gisem Sadok. Âgé de 52 ans, Raoul Savoy est un entraîneur expérimenté bien connu sur le continent africain. Il a dirigé plusieurs clubs dont le Tonnerre de Yaoundé et les Tanger ainsi que des sélections nationales comme l'Éthiopie, la Gambie et plus récemment la Centrafrique qu'il a entraîné à 3 reprises entre 2014 et 2024. L'annonce de sa nomination fait suite à un appel à candidature et à une évaluation technique conduisant à l'approbation du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le contrat de Savoy sera sous l'autorité conjointe du ministère et de la Fédération tchadienne de football association. Objectif, rechercher et de relancer l'équipe et viser la CAN 2027. Raoul Savoy a pour mission de relancer les Sao qui occupent actuellement la dernière place du groupe I des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Le Tchad accueillera le Ghana début septembre. L'objectif est de redonner un élan positif et une dynamique importante tenue par un nouveau stade récemment inauguré, a-t-il déclaré à RTS Sport. Le technicien a également assuré qu'il fera le maximum afin de qualifier la sélection pour la Coupe d'Afrique 2027. Cette nomination intervient dans un contexte où le Tchad cherche à redorer le blason de son football et à capitaliser sur ses récentes infrastructures sportives. Merci Sadok, et c'est avec vous justement que nous bouclons cette édition d'information de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Electron TV, la vision du futur.